day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. He asked me to come back. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis, comme l'évoquait Joël, sur une longue période, j'ai pu m'occuper des pôles France Espoir de la région Franche-Comté. Donc, pas mal de personnes dans beaucoup d'activités différentes. Je ferai un petit clin d'œil aussi au judo à la fin dans toutes les rencontres que ça a permis de générer et puis les travaux qu'on a pu mettre en place. Notre thème aujourd'hui sur la vie de groupe, et donc là, ce que je résume par la distanciation sociale, hein, cette fameuse obligation qu'on a de s'adapter. Donc, on va déjà voir dans un premier temps. Donc, à chaque fois, en fait, on a co-construit l'intervention sur une base de questionnement que Joël a pu collecter auprès d'entraîneurs, d'entraîneurs en formation, de personnes aussi dirigeantes ou cadres dans les associations ou dans les clubs qui ont posé des questions. Donc, par exemple, au début, le changement de rythme de vie sociale lors des périodes de confinement chez le pratiquant licencié. Comme le club a des liens aléatoires avec ses licenciés, le club, les entraîneurs et tout ça dans cette période-là. Donc, on va essayer d'y apporter quelques éléments sur la vie sociale anormale et la vie de groupe, comment on peut essayer d'y répondre. On a un autre thème qui était sur le renoncement à la pratique et la refidélisation, prise de conscience du temps libre, le fait que les liens ont été interrompus ou morcelés ou en pointillés depuis un moment. Donc là, je vous parlerai plus de l'individu et de sa motivation qu'on dit autodéterminée. Je vous dis que tout ça va aller vite et c'est pour ça qu'on a déjà transmis le contenu parce que l'essentiel, c'est après que vous puissiez échanger et partager des choses. Ensuite, on a un autre thème qui est ressorti, c'est le retour à la vie de groupe lors du déconfinement. Donc là, on va voir comment on passe de la motivation perso au projet collectif. Donc, beaucoup de choses vont rappeler des choses à ceux qu'on a déjà eu en formation, hein, parce qu'on ne réinvente pas les choses tous les jours, heureusement. Et ce qu'on a déjà comme base théorique et pratique qu'on met en place depuis, pour mon cas, 20 ans, je vous assure que c'est encore très d'actualité et ça ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui, justement pour être sentir à l'aise et faire ce qu'il faut pour pouvoir dépasser cette vague et puis avancer ensemble. Donc ensuite, on ira sur un autre type de questionnement qui est l'exploitation de l'affectif au service des autres ressources pour la reprise de pratique. Voilà. Et puis, le thème qui est aussi lié, il y avait une autre question sur les différences de gestion de l'affectif selon les différents types de publics. Donc là, on verra comment retourner à la performance collective, comment réarticuler les choses ensemble et prendre le temps justement un peu plus qu'on l'a fait habituellement dans le flow de ce qui se passait avant pour se centrer là-dessus. Et puis, bien sûr, comme on l'a dit, on prendra le temps d'échanger ensemble. Donc, autour de cette première question sur le changement de rythme social, donc oui, on vit une période de vie sociale anormale, hein, et puis on peut s'interroger autour de la vie de groupe. Donc, autour de ça, moi, j'utilise et je continuerai d'utiliser après tous ces temps des étapes de développement d'équipe d'un modèle théorique mis en place par Bruce Tuckman en 1965. Donc, je mets volontairement bien les dates parce qu'il faut arrêter de croire qu'on a tout besoin de révolutionner et tout ça. Il faut juste qu'on se réassocie. Moi, j'aime bien dire, si vous trouvez que c'est le Covid de sens, tout ce qu'on vit, eh ben, soyez pour co-construire la vie avec du sens plutôt. Hein. Comme ça, il y a la vie, il y a le co, il y a la vie, il y a le sens. Il y a tout ça dedans et voilà, il faut qu'on se réaligne et qu'on se remette ensemble à réfléchir pour orienter les choses. Donc là-dedans, en fait, simplement, donc ce Bruce Tuckman, il nous dit qu'il y a 4 étapes dans la vie d'information d'un groupe. Donc on pourrait en rajouter une 5e d'ailleurs sur ce modèle-là depuis, mais c'est l'étape de la formation, ce qu'on va réinsister là sur la vie de groupe, qu'on ne prend pas le temps assez bien de faire en général, alors qu'on a beaucoup de temps avant le début des compétitions, quand on reprend que ce soit le début de l'année scolaire ou que ce soit les reprises de clubs avant les compétitions officielles. On a beaucoup de temps au départ pour s'occuper de ça et malheureusement, on va très vite parce qu'on veut vite arriver jumping to the solution, comme ils disent, pour aller sauter aux solutions qui vont nous permettre de gagner les matchs, alors qu'en fait, les racines de nos victoires, elles sont bien ancrées dans ces étapes-là. Et puis, je vous détaillerai plus tard l'étape des conflits parce que c'est aussi celle-là qu'on va devoir revisiter là. Sachez qu'après, il faut mettre en norme tout ça. Donc, on verra même aussi des choses pour aller à la performance. Il y a l'étape qu'on dit du performing, donc qui va être celle de l'optimisation du processus. Hein. On ne cesse d'essayer de s'améliorer, de progresser. Hein. Le haut niveau appelle ça en permanence, mais c'est la même chose dans les remises en cause par rapport à ce qu'on vit essentiellement en ce moment aussi. Et puis, on pourrait en rajouter une d'étape qui est celle de la dissolution du groupe. C'est-à-dire que beaucoup de groupes, que ce soit lors de formation, mais aussi de vie de groupe pour les U13, les U15, enfin voilà, comme on veut,
il y a des vies de groupe qui démarrent et qui se terminent. Le pôle, par exemple, c'est la même chose. Et quand c'est dans les équipes qui sont formées, voire les équipes professionnelles, c'est ce qu'on appelle les temps de turnover, en fait, hein, ou de la direction, c'est-à-dire des entraîneurs ou du staff qui bouge, ou les joueurs ou les joueuses clés ou qui, de toute façon, devront trouver une place dans l'effectif. Voilà. Donc, pour vous schématiser ça, hein, pareil, on a un petit schéma qui montre ça. Vous avez en abscisse le temps, en ordonnée la performance, le niveau de performance. Pour représenter ces étapes-là, il faut bien comprendre que quand on rentre dans un phénomène pour, euh, pour aller à la haute performance, notamment, mais pour aller vers la performance, passer d'un groupe à une équipe performante, on passe par ces 4 étapes que je vous ai dit. Et puis, il faut s'attendre à une mise en chantier un peu de tout ça. C'est pour ça qu'il faut l'identifier avant, prendre du temps quand on n'est pas en pression de compétition et en obligation de résultat pour façonner correctement ces choses-là, pour qu'elles puissent se mettre en place rapidement par la suite. Donc, par exemple, l'étape de la formation qu'on va détailler là, et puis on reparlera de celle du storming, donc de la tempête, de l'ouragan, un peu plus tard. Voilà, l'entraîneur doit d'abord, ou les personnes autour doivent essayer de créer une atmosphère, par exemple, positive de travail. C'est ce qu'on va voir là. Quand je vous dis qu'il faut prendre à peine plus de temps pour se reconnecter là, et puis se remettre, quand les personnes vont revenir, il est vraiment capital d'avoir à l'idée que quand on prend part à un groupe, comme nous dans nos classes, à l'école, depuis tout petit, dans nos différentes activités, dans notre travail ou dans nos lieux de travail qu'on a eu successivement, etc., dans notre environnement professionnel, c'est toujours la même chose. Mais il faut avoir conscience que l'individu se pose des questions pour pouvoir prendre sa place dans le groupe. On verra après comment il la prend, mais dans un premier temps, quand je vous dis il faut créer une atmosphère de travail positive, et c'est essentiel maintenant parce que les personnes, comme il y a eu du zapping, il y a eu du délai, il y a eu du temps, elles se sont interrogées, elles ne savent plus. Donc, il faut reprendre du temps pour questionner ça avec vos pratiquants. Donc, au niveau personnel, c'est plein de questions sur savoir si on va être accepté. En gros, est-ce qu'on arrive au bon endroit pour nous? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on s'était imaginé? Tout ça. Et tout ça est en train d'être remodelé. Donc, c'est important de prendre du temps. Au niveau interpersonnel, ça va être des questions de politesse, en fait. Il faut des discussions sociales. On est dans la retenue parce qu'on n'ose pas forcément. Alors, quand c'est des groupes que vous allez retrouver, ces étapes-là sont moins présentes. Mais il est important justement de repositionner aussi des valeurs de respect, de politesse. On a travaillé ça avec nos maîtres d'apprentissage hier à la Ligue. Et c'est des valeurs, bien sûr, qui sont ressorties prioritairement parce qu'on a essentiellement besoin de se redonner des repères solides, donc éducatifs aussi, pour façonner de bien façonner notre vie sociale ensemble, en fait. Donc, c'est une occasion qui nous est donnée pour rebattre l'écart de ça aussi. Donc, toujours pareil, on peut le subir ou on peut y travailler pour en faire une opportunité et aller de l'avant. Et puis, il y a des questions d'orientation pour l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelles sont nos forces, nos faiblesses? Et c'est là que le rôle de l'entraîneur, des personnes du staff ou de l'environnement global du club, les dirigeants, les bénévoles, voilà, sont tout importantes pour remettre un bel écrin, en fait, comme on dit, une belle atmosphère, que les personnes revoient au-delà de l'affectif qu'elles vont avoir de se retrouver ensemble, hein, d'être contentes, émues. Il faut prendre du temps pour redétailler les objectifs, reparler de projets à moyen et à long terme qui sont essentiels pour notre mental en ce moment, pour oser se projeter. Sinon, on est dans la peur, on est dans l'angoisse, comme ça a été redit et tout ça. Donc, on peut aller de l'avant, mais il faut le faire ensemble et se projeter sur ça. Définir la mission, comment on va faire, comment on va mesurer les résultats, qu'est-ce qu'on veut atteindre, etc. Donc, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans l'environnement et puis dans la façon dont vous allez commencer à communiquer avec vos joueuses, vos joueurs, votre équipe, votre club de manière générale, sont capitales dans ces moments-là parce qu'ils vont redonner un cap de manière souple et permettre l'expression des personnes autour de ça pour les mettre plus à l'aise là-dedans. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est le retour, le renoncement à la pratique, la refidélisation. C'est des questions de motivation. Est-ce que j'aime toujours le hand? Comment je vais y revenir? Ou bien dans toute autre pratique, y compris professionnelle, mon métier me plaît-il toujours, etc. On est tous, moi j'ai dit, quand on m'a interviewé il y a quelques mois, j'ai dit, on a tous un petit trait de fracture invisible qui s'est propagé quelque part là-haut dans le mental. Et si on n'y prend pas attention et qu'on ne se préserve pas et qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir, ça peut faire des dégâts importants pour nous et pour les personnes autour de nous. Donc, il est important d'aller questionner ce qu'on appelle la motivation autodéterminée. Simplement, la motivation autodéterminée, qu'est-ce que c'est? C'est très en phase avec l'époque actuelle où on cherche à se mettre en lien avec son projet de vie, comme on dit, à ce qu'on a envie de faire, nos passions, ce qui nous anime, pourquoi on serait là, à quoi on peut servir pour les autres, etc. etc. Eh ben, cette motivation autodéterminée, bonne nouvelle, ça fait pareil. Là, vous voyez, en dessous, il y a des noms
grands chercheurs sur les théories de motivation qui sont là. Valran est très connu, par exemple, dans cette recherche-là de 1994. Donc, encore une fois, on n'invente pas les choses aujourd'hui, on les connaît depuis un moment, mais il serait temps qu'on se les approprie ensemble pour pouvoir les mettre en œuvre réellement dans notre quotidien. Et la motivation, pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, on est dans une vision binaire de la motivation. Soit on l'a, soit on ne l'a pas, en fait. C'est comme le mental, comme on me dit toujours. Donc, j'explique que c'est une grande bêtise, puisque, à part si nous sommes diagnostiqués déficients intellectuels, et là, il y a des prises en charge prévues, nous avons tous des capacités. C'est comme la préparation physique, hein. On ne fait pas de la préparation physique parce qu'on est handicapé physique. On fait de la préparation physique parce qu'on a des capacités et qu'on souhaite les pousser bien plus hautes. Et ben, c'est la même chose sur le mental, tout simplement. Il faut arrêter de croire que c'est parce qu'on a des problèmes qu'on travaille ça. Non, non, c'est parce qu'on a un potentiel. Moi, j'aime bien dire aux gens, on aide à vous reconnecter à votre puissance et vous serez surpris vous-même de ce que vous pourrez faire. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est vous qui travaillez avec des outils, des techniques validées scientifiquement ou connues depuis longtemps qui nous servent à gagner du temps sur l'expérience. Donc là, la motivation, c'est exactement ça. En formation, depuis longtemps, on parle de motivation intrinsèque qui vient de la personne. C'est tout ce que vous voyez, les M1 là. Et quand vous voyez des motivations extrinsèques, donc liées à l'environnement autour de soi. OK, mais c'est aussi une vision encore un peu simplifiée. Et je vous invite, moi, à aller pousser un peu plus loin sur ce qu'on appelle la motivation autodéterminée. C'est qu'est-ce qui fait les ressources de motivation de la personne à s'engager dans une pratique, à se réengager dans la pratique pour ce qui nous concerne là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toute une diversité de motivations. Par exemple, la motivation intrinsèque à la connaissance. Donc, les 4 premières sont les 4 plus importantes pour aller vers des scores de motivation autodéterminée personnelle importantes. La motivation intrinsèque à la connaissance, ça va être notre motivation à comprendre l'activité, la culture handball, par exemple, pour le hand, la culture, comment ça marche, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. La motivation, la deuxième, à l'accomplissement, ça va être se servir de son activité pour grandir, se développer, s'épanouir, se réaliser, ce qu'on disait tout de suite sur l'autodétermination. La troisième, sur la stimulation, là, c'est vraiment le plaisir. C'est à l'instant, en direct, comment on s'amuse. Bon, le meilleur indicateur, c'est la banane, hein, vous en faites pas. Hein. Vous voyez les gens qui rigolent. Je dis toujours aux éducateurs, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez, vous faites votre séance, mais à la sortie, mettez-vous vers la porte et comptez le nombre de bananes. Tous ceux-là, ils reviendront parce qu'ils se sont amusés, ils étaient dans la joie, dans le plaisir. Et ça, c'est le moteur principal de tout ce qui nous donne envie de faire les choses. Donc, c'est celle-là, la stimulation, par exemple. Ensuite, nous avons les motivations extrinsèques, extérieures, qui ne sont pas toutes mauvaises, mais dont certaines, il faut s'en méfier un petit peu. La première, la motivation extrinsèque identifiée, ça veut dire simplement que dans notre environnement, il y a des choses, gagner un titre, faire plaisir à ses proches, être avec ses copains, ses copines, profiter de la bonne ambiance et justement de la convivialité, de se retrouver ensemble, de tout ce qu'apporte la vie de club, par exemple, pour nos pratiquants, etc. On est là-dedans, en fait. Et cette motivation-là, en fait, elle est identifiée parce qu'on en a conscience. Et ça, c'est intéressant. Quand les gens, par exemple, les bénévoles savent mieux pourquoi ils viennent faire les choses, c'est intéressant parce qu'ils peuvent encore plus prendre du plaisir et reconnaître que le club, la structure, l'association leur apporte aussi des bienfaits pour leur vie personnelle ou leur développement, même de compétences qu'ils peuvent réutiliser dans le travail, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'extrinsèque identifié. Les autres sont plus à prendre avec des pincettes ou à travailler justement pour essayer de les convertir dans les 4 premières qu'on a vues. L'extrinsèque introjecté, c'est l'environnement, mais introjecté, ça veut dire là, par contre, qu'on n'en a pas conscience. On ne sait pas que un jeune, une jeune veut rentrer au pôle pour faire plaisir à papa ou à maman, par exemple. On ne sait pas qu'on vient jouer parce que notre copine ou notre copain veut faire du hand, ce qui peut être une bonne motivation de départ, mais qu'il va falloir travailler pour fidéliser justement la personne, mais aussi lui faire prendre plus plaisir pour elle. Notamment dans l'accès à haut niveau, c'est essentiel, parce que si vous ne faites pas les choses d'abord pour vous, ce n'est pas juste être égoïste ou égocentré, comme on entend souvent, ou avoir un ego démesuré, c'est juste que le faire pour soi, c'est la garantie de l'investissement au quotidien. Et quand vous avez des blessures, des contretemps, quand l'équipe ne gagne pas, quand vous n'êtes pas dans la dynamique que vous souhaitiez ou quand vous êtes en contre-performance, si vous n'avez pas ces ressorts-là de motivation, il va être très dur d'aller les chercher. Donc, il faut les travailler au quotidien et l'environnement de la pratique doit aider à favoriser ces motivations-là. L'avant-dernière, la M6, est très présente chez les adolescents. C'est la motivation qu'on dit la régulation externe, c'est-à-dire le regard des autres. Mais attention, pas nos proches, ceux qui comptent, qu'on aime et qui sont importants pour nous. Le regard des autres, l'image que je donne toujours, c'est vous êtes en match à l'extérieur, à l'échauffement, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui disent quelque chose dans la tribune, vous allez y prêter attention. Alors que vous ne les connaissez pas et tout, ça, c'est que vous êtes sensible au regard que vont avoir les autres sur ce que vous faites. Il faut plutôt se mettre, comme on dit, dans sa bulle, ce qui ne veut pas dire se couper du monde, mais se centrer sur soi et faire ce qu'on a à faire à ce moment-là. Donc ça, c'est les régulations externes qui sont, surtout chez les adolescents, à aider à convertir en meilleure motivation interne, personnelle.
Et au niveau de l'absence de motivation, c'est le dernier, le M7. Celui-là, c'est celui qui nous fait arrêter la pratique en général. Pourquoi? Et ça, c'est des motivations que je vous décris là, c'est des états. Hein. C'est pas, on n'est pas comme ça tout le temps, toute sa vie. C'est selon ce qu'on vit. Et par exemple, la motivation, elle va venir quand on a une blessure importante, quand on a des contre-performances. On est super motivé. Bah, les jeunes du pôle, par exemple, au bout de 2-3 mois qu'ils sont, en général, ils ont le moral dans les chaussettes en novembre ou en décembre parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont fatigués, ils doivent s'adapter au nouveau lycée, au fonctionnement, au pôle, à l'investissement, à un niveau d'entraînement très important, à une cadence et un rythme important. Donc, ils ont plein de conséquences à court terme de tout ça. Et si on n'y prend pas attention, ils vont vite avoir envie de lâcher, entre guillemets, ou de remettre en cause leur projet ou ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est très intéressant de les aider à discuter de tout ça et d'avancer. Je vais très vite parce qu'on a dit qu'on voulait être dans les questions et c'est pour ça que je vous invite ou à nous rejoindre après l'information, on reprend ça plus calmement ou à poser vos questions. Maintenant, sur le troisième thème, qui est le retour à la vie de groupe lors du déconfinement, on va reprendre notre fameux modèle. On va aller dans le numéro 2 que j'ai présenté tout à l'heure, qu'on appelle le tourbillon, la tempête, l'ouragan, plus exactement en français, la délimitation des zones d'influence. Donc là, il faut savoir que quand on rentre dans un groupe, une fois qu'on a l'étape de la formation, on a décidé, on a vérifié, et c'est le bon moment pour partir d'un groupe, la première étape. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Les personnes qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, il faut les aider à identifier pour qu'elles trouvent mieux ce qu'elles veulent faire. C'est peut-être pas ici ou c'est peut-être pas dans l'activité là. Il faut aussi accepter et le reconnaître des fois. Mais par contre, une fois que les gens sont présents dans l'activité, maintenant, il faut trouver un moyen pour résoudre ce qu'on dit les problèmes d'autorité. C'est-à-dire que quand je prends une place dans un groupe, quel qu'il soit, j'ai besoin, le groupe a besoin de se hiérarchiser. On a besoin de savoir quelle est notre place avant de trouver à quoi on sert et comment on va le faire ensemble. Il est très important. Et sur ces notions-là, ce sont des notions que maintenant, on doit permettre de faciliter bien avant l'apparition des problèmes, quand il y a des problèmes en compétition ou quand les gens ne s'entendent plus. Je vous ai dit au début, on se découvre, on se livre pas franchement, on parle de tout et de rien. C'est les temps de sociaux, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Là, on va plus être dans des questions, vous voyez, est-ce que je suis respecté en fait? Donc là, je vous laisserai lire le reste. Dans des questions de lutte de pouvoir entre les personnes. Justement, la place, on est 3 pour un poste, comment on fait, etc. Et ben, c'est à l'environnement, justement, de structurer et d'aider et d'accompagner par des évaluations dans tous les domaines disponibles de la performance, y compris les domaines de la vie sociale, de la vie du groupe, de la collectivité, de l'association, du club, pour aider à mettre en place des repères pour hiérarchiser le groupe. Je peux être fort sur le terrain et être absent dans la vie sociale autour de l'équipe lors des déplacements ou des choses qui se passent. À l'inverse, je peux être plus faible sur le terrain, dans l'équipe, mais pas forcément dans le set, et avoir un rôle dans la vie de groupe, justement autour, essentiel à la joie, à la bonne humeur, à l'esprit de coopération, enfin bref, à l'entraide, etc. Bref, plein de belles valeurs. Et puis, il y a des questions qui vont se poser en équipe autour de l'organisation. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Qu'on va résister? Et là, c'est un temps nécessaire aussi pour confronter les idées, notamment par rapport au projet de jeu, à comment va la tactique qu'on va mettre en place, comment on veut jouer, etc. etc. C'est intéressant d'associer les personnes à tout ça. Donc, les défis dans ces moments-là, ce que je vous invite à faire, c'est on ne peut pas accélérer la vie d'un groupe. Par contre, en faisant ces étapes-là plus consciemment et en y mettant vraiment, en s'investissant concrètement dedans, ça permet de gagner du temps sur des tensions qu'ils vont faire ou bien des nivellements par le bas. On est 3 au poste, il suffit qu'une telle et une telle ne jouent plus, puis c'est moi qui joue. Ouais, c'est bien, mais ce n'est pas le mieux. Ce qu'on veut, c'est créer des conditions pour que chacune individuellement et le petit groupe au poste qui est créé, par exemple, se stimule, se motive et interagissent favorablement dans les entraînements pour travailler dur et puis progresser pour que ce soit bien, que chacune individuellement dans la saison, par exemple, voit son niveau de progression qu'elle a eu. Donc, nous, ce qui est important de faire pour les personnes qui sont autour, les défis pour le chef d'équipe, là, c'est de mettre l'accent sur la communication et l'aspect positif du conflit. On croit toujours, et encore pire en ce moment, que s'il y a quelqu'un qui pense autrement, qui ose dire, qui ne croit pas comme c'est, etc., oh là là, on le taxe de plein de gros mots, alors qu'en fait, c'est le meilleur moyen démocratique pour arriver à trouver des solutions bien sensées ensemble. Donc, il est temps qu'on s'y remette. Interpréter le conflit quand c'est nécessaire, justement, pas le fuir, le nier, mettre les œillères et puis espérer, mettre sous le tapis, espérer que ça va passer, parce que ça, on sait que ça ne marchera pas. Par contre, d'aller de l'avant, justement, de dire que c'est normal qu'on ait des oppositions, qu'on ait des façons de concevoir la pratique ou tout ça, mais qu'on doit justement en parler pour générer des choses positives entre nous et puis gérer le conflit et pas le supprimer, en fait.
les gens qui pensent autrement, plutôt que de les mettre dehors parce qu'ils sont dissidents ou tout ça, les intégrer, pouvoir réfléchir ensemble. Ce qui ne veut pas dire à un moment qu'on ne doit pas décider. Et c'est le rôle du chef d'équipe. Plus concrètement, dans cette phase-là, il faut mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, des systèmes, des outils d'évaluation dans tous les paramètres de la performance. Et maintenant, on est très, très fort dans tous les domaines. Vous pouvez trouver des petits jeux, des petites choses. Voilà, je me souviens par exemple au pôle de hand, pour la culture du hand, on demandait quel était le meilleur joueur du monde et tous les jeunes devaient découper dans des articles qu'ils connaissaient, dans les revues spécialisées et tout ça. Ah ben, c'est le bras de machin, la détente de truc, la vitesse de machin, l'endurance de truc, la force explosive de… Voilà, vous voyez, on était sur des choses technico-tactiques, ok, mais ça faisait que l'équipe, en discutant puis en jouant comme ça, s'appropriait le fait qu'il n'y a pas un handballeur qui est le meilleur du monde. C'est plein de qualités différentes qu'il faut développer et donc dans toutes ces qualités, dans notre groupe, il y en a un qui va être plus comme ci, un plus comme ça et donc ça aide aussi au groupe à prendre conscience de toutes les forces qu'on a dans l'équipe et comment on va justement aider l'environnement, le staff notamment, à les utiliser au mieux pour aller gagner nos matchs, en fait, par exemple. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Bien sûr, il faudrait développer et je vous invite à poser des questions. Maintenant, on va aller sur le retour à la performance collective. Donc, ce retour à la performance collective, il dépend, donc là, ça va être un peu théorique, mais de normes, de pression et de standards du groupe. Et ça, c'est pareil. On a parlé de l'individu, on a parlé de ses motivations, on a parlé du temps de formation, de reformation du groupe, on a parlé du temps de hiérarchisation du groupe. Maintenant, il y a quelque chose pour retourner à la performance collective. Il faut être capable de mettre en place ce qu'on appelle un système de normes positives et de normes de rendement, on appelle ça. Je vais vous présenter rapidement. Je passe vite. Je sais que vous pourrez relire, donc il n'y a pas de souci. Donc, une norme, tout simplement, c'est une règle de conduite élaborée, acceptée par les membres du groupe. Elle reflète les valeurs du groupe, on va y venir, c'est essentiel. Les fondements, plus forts que la cohésion, il y a les valeurs qui nous unissent. Et il est grand temps de se repencher individuellement, collectivement, à tous les niveaux d'ailleurs, sur ces questions-là. Et là, le sport est porteur de grandes valeurs, donc il peut aider l'ensemble de la société là-dessus. Donc, elle reflète les valeurs du groupe par rapport à l'état qu'on décide d'avoir, les tâches et le fonctionnement qu'on a entre les personnes. Elles permettent de déceler aussi ces normes, la ligne en fait, du quel côté je suis, là c'est bon, là c'est pas bon en fait. Et ça, c'est des repères aussi importants, encore plus avec les jeunes, les adolescents, pour fixer ensemble et construire. Il y a différents types de normes, plus exactement. Il y a ce qu'on appelle les normes formelles explicites, les règles du jeu, le handball de compétition, c'est comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le code de la route, c'est comme ça, etc., etc. Voilà, tous les textes, les règlements, tout est comme ça. Et ensuite, l'essentiel de ces normes sont informelles. Et dans la vie de groupe, c'est essentiellement ça. Elles peuvent être explicites, ça veut dire juste qu'on les dit, qu'on les clarifie. On se dit concrètement ce qu'on veut. Et c'est toujours mieux parce que ça informe tout le monde à un même moment de ce qui est bien et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, en fait. Comment on veut se comporter, comment on veut, quelle attitude on va avoir. Mais souvent, elles sont implicites. Et on les découvre quand on les transgresse. Ah, je ne savais pas qu'à cet endroit-là, c'était limité à temps. Comme j'ai été arrêté et pris par la patrouille, bah hop, j'apprends qu'à cet endroit-là, maintenant, je sais que je devrais rouler tout le temps comme ça. C'est un exemple un peu trivial, mais c'est juste pour vous expliquer que beaucoup de choses ne sont pas dites et qu'il faut, par la vie de groupe, les apprendre, les comprendre et les intégrer progressivement. Et si on ne les intègre pas, le groupe nous rejette et les personnes ne savent pas pourquoi elles sont rejetées des fois. Donc, il faut aider à clarifier tout ça. Et puis, beaucoup aussi de ces normes sont inconscientes. Tout ce qui est tabou, tout ce qui est lié à la sexualité, la politique, l'argent en France, la religion, etc., etc. C'est des sujets à peu abordés en famille. Là, on va être dans des temps de fête de famille ou quoi, si on peut. Eh ben, faites attention à ces sujets-là parce que ça dérape vite. Pourquoi on va se conformer à ces fameuses normes ou à ces règles que le groupe impose ou qu'on crée avec le groupe? Et c'est tout l'intérêt de les créer avec le groupe pour que ça se passe d'autant mieux, le vivre ensemble soit meilleur, plus harmonieux et qu'on aille vers la haute performance qu'on réalise ou qu'on veut faire, les grands projets qu'on veut réaliser. Parce que quand on se conforme, on veut harmoniser ses croyances à celles du groupe en fait. Et ça dépend de deux choses importantes que même nos grands politiciens sont en train de revérifier là. La crédibilité de la source d'influence. J'en dirai pas plus, je vois que tout le monde suit. Et le degré de confiance qu'on a dans son propre jugement. Plus vous êtes certain de comment vous fonctionnez, et moins vous êtes à l'écoute de ce qu'on vous dit, et plus qui parle à autorité, comme on dit, vous le croyez, vous savez qu'il est fiable, etc., et plus vous allez écouter, tendre l'oreille, comme on dit, pour entendre. Ou bien on va se conformer pour le bâton et la carotte, je vais vous dire ça comme ça, hein, tout le monde voit ce que c'est, recevoir une récompense ou éviter une punition. Ou pour se protéger contre une menace, ça c'est ce qu'on essaye avec les phénomènes MeToo, etc., etc., là, notre société est en train de mettre à jour plein de choses comme ça, dans le monde du sport malheureusement aussi. Et ben, c'est un mal nécessaire pour qu'on puisse construire justement l'avenir
plus sereinement et mieux s'occuper encore de nos enfants pour la suite. Donc, pour se protéger contre une menace, et là, ça génère de la loi du silence, de la mafia ou des exclusions de groupe parce qu'il y a des comportements qui sont intolérables et on ne peut pas admettre. Donc, les fonctions des pressions du groupe aussi à se conformer, ça aide le groupe à atteindre ses buts, ça aide le groupe à fonctionner comme un groupe et ça aide le groupe à développer une réalité sociale, comment on vit ensemble, comment ça se passe chez nous et tout ça. Et tout ça, c'est essentiel vu qu'on a des multiples trajets de vie, etc. Quand les personnes viennent vers vous pour pratiquer, vous devez prendre un temps pour créer une réalité sociale qui vous correspond et qui leur correspond. C'est ce qu'on va voir juste après pour pouvoir travailler ça concrètement ensemble. Attraction du groupe, pourquoi on se conforme? Parce que plus on va valoriser le groupe, plus on va s'y conformer. Le succès du groupe à atteindre ses buts, la cohésion du groupe, plus le groupe il est cohésif, soudé, et plus on va avoir tendance à aller vers ce groupe-là. Et puis les sanctions sont attendues. On sait comment ça marche et si on ne se comporte pas bien, on sait que voilà, si on ne respecte pas les règles qu'on a définies ensemble, là, ça va mal aller. Je veux insister très fortement, ce qu'on va voir après, sert aussi pour tout ce qui est éviter les maltraitances. Tout ce qui est éviter les phénomènes de bizutage. Plus le groupe vous intéresse, vous êtes jeune, vous rentrez au pôle espoir et vous voulez jouer en équipe de France dans quelques années, eh bien, vous êtes très vulnérable à l'autorité des plus forts du groupe. Donc, si ceux-là, et c'est ce que je vais développer après, ont une mauvaise autorité, un leadership négatif, comme on dit, ils peuvent vous malmener, tout ça. S'il y a des règles communes qui sont bien appliquées, bien connues, bien respectées, c'est un garant pour l'ensemble des responsabilités de tout le monde que ça va être très dur de passer outre. Enfin, j'insiste, mais c'est très, très important. Il s'agit de la volonté, donc la cohésion, ça je passe vite parce que tout le monde connaît, la volonté des membres de faire partie du groupe, la cohésion, elle influence le rendement du groupe, c'est l'esprit d'équipe, c'est la concentration des énergies, c'est le sentiment de complicité, de loyauté, de fidélité, c'est génial. Sur quoi je veux mettre l'accent aujourd'hui pour retourner à la performance après cette étape de transition mauvaise, là, c'est les normes, la cohésion et les normes de rendement. Ce que je veux que vous voyez là, c'est qu'on parle toujours, et malheureusement les médias ne parlent que de ça, de la cohésion, comment les gens sont soudés. Ce que je veux vous dire, et j'espère qu'on va en parler ou dans les questions aussi, il y a plus important que comment on est soudé. C'est ce que vous voyez là par ce petit graphique théorique, mais schématique, mais quand même qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous voyez comme moi que si on a des normes, de rendement de groupe, c'est très binaire là. C'est si on fait le bien ou si on fait le mal. Un leader positif, un leader négatif. Si je suis pour les restos du cœur ou là si je suis un groupe de hooligans qui cassent des abribus et qui met le feu aux poubelles. C'est très schématique, mais c'est pour que vous voyez bien concrètement de quoi on parle. Donc, dès que vous avez des normes positives, et même si les personnes ne se connaissent pas, ont peu de vie ensemble, etc., peu d'habitude, de fonctionnement, donc une faible cohésion ensemble, on va avoir déjà un rendement moyen. À l'inverse, si vous avez un rendement donc négatif, des leaders mauvais, des gens qui font faire des mauvaises choses, qui court-circuitent le discours du staff, qui ne sont pas unis, et bien là, vous aurez beau avoir une forte cohésion, et ce sera même pire parce que justement, ils vont faire des dégâts énormes en fait. Ce qu'on appelle les sous-groupes, la loi du vestiaire, on peut l'appeler comme on veut. Bref. Donc ça, attention, si ce n'est pas orienté, et c'est ça qui est pas nouveau, mais qu'il faut qu'on empoigne vraiment maintenant collectivement, ensemble, en y réfléchissant ensemble, c'est comment générer des normes de rendement, donc du leadership positif par le groupe lui-même, en co-construisant ces choses ensemble. Staff, joueurs, joueuses, environnement club, on doit tous travailler, et ça c'est nouveau, ce n'est pas que sur le terrain que se passent ces choses-là. Par contre, bien sûr, quand on a une cohésion forte et que tout le monde est tourné dans le bon sens, on a des rendements très élevés. Donc, voilà, autour de ça, donc ce qui est important de voir, et là, pourquoi il y a un rendement moyen faible, puisque je ne l'ai pas détaillé, parce que quand on a des valeurs négatives, moins les gens vont bien s'entendre et mieux ce sera en termes de rendement aux yeux de la société, entre guillemets, pour pouvoir faire les choses. S'ils ne s'entendent pas bien, ils ne vont pas être d'accord s'il faut casser ça ou bien faire comme ça ou comme ça, ce qui les rendra moins efficaces en fait, moins fait. Donc, pour finir par rapport à ça, comme hier l'ont fait les maîtres d'apprentissage qu'on a, je vais vous parler, c'est là que je voulais faire la petite dédicace. Nous, ça fait 11-12 ans avec Joël qu'on a créé des choses parce qu'on avait des problèmes dans les vies de groupe, notamment autour du bizutage, de la maltraitance, des fonctionnements, et que le système entier avait du mal, entre guillemets, puisque ça avait toujours existé, c'était rigolo même, etc. Et nous, c'était vraiment pas possible.
et dangereux pour la suite de la filière aussi, parce que les jeunes apprenaient tout ça et avaient peur de venir. Donc, au-delà des systèmes juridiques de responsabilité individuelle, et je passe sur tout ça, vous le connaissez très bien autant que moi, on a dû mettre en place un système pédagogique, didactique, comme on dit, où on allait trouver des moyens pour inclure les personnes, les faire réfléchir, aller susciter leur intelligence et puis générer de la confiance collective dans des belles valeurs. Et pour ça, j'aime bien toujours sortir le code moral du judo qu'un regretté CTS franc-comtois m'avait donné. Voilà. Où là, voilà, on s'inspire aussi et ces valeurs de sens, comme je vous disais, hein, si vous trouvez que le Covid, c'est Covid de sens, ce qu'on vit là, ben, soyez pour co-construire la vie avec du sens et faites-le ensemble. Vous avez les capacités et nous avons des outils simples. Hier, les maîtres d'apprentissage, comme on était pris par le temps, en à peine 1 heure 10, ont réussi à sortir des choses entre eux. Ils ne se connaissaient pas. La formation a été faite en vidéo, en visio. Et en la journée et demie qu'ils sont venus, ce que je leur ai dit, quand vous allez repartir, vous vous sentirez moins seul parce que entre vous, dans votre groupe, vous aurez défini des choses essentielles, surtout en cette période où on peut être angoissé, anxieux, comment. Vous allez savoir qu'avec vos pairs, entre guillemets, PAIRS, avec lesquels vous étiez là, vous avez trouvé ensemble ce qui vous allait pour jouer. Ben nous, j'ai remis ces petites dédicaces pour Joël d'ailleurs. C'était le code moral des filles de 91, 92, 93. Je peux vous assurer qu'on en a beaucoup qui ont fait quelque chose derrière quand même, mine de rien, et ça fait bien plaisir. Mais toutes celles qui ont participé à ça ont eu un moment dans leur vie d'adolescente, donc de futures adultes, un moment où elles sont liées ensemble sur des choses importantes. C'est un exercice qui prend 2 heures maximum si vous avez un grand groupe. Et vous tracez les choses. Alors, ça ne garantit pas toujours la finalité, mais par contre, c'est un guide, une trame, des repères qui sont hyper importants que l'équipe se donne entre elles et qui sont validés, cautionnés par les chefs d'équipe, les responsables. Ce n'est pas les joueurs ou les joueuses qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et j'ai dit toujours, quand vous sollicitez les personnes et leur intelligence, vous pouvez mettre, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, j'aime bien dire tout le temps. Et vous allez voir le niveau d'engagement et de responsabilité qu'ont nos jeunes quand on leur fait confiance et qu'on leur donne des outils, des bons outils pour pouvoir les aider à faire. Ils ont besoin de nous, les adultes, pour aller de l'avant. Mais par contre, ils ont des capacités à faire. Et donc, il faut les solliciter et être capable de mettre tout ça ensemble. Alors, une question qui est arrivée, c'est par rapport à ta présentation, doit-on confondre cohésion et esprit d'équipe et groupe de potes? En gros, concrètement, peut-être est-ce qu'on boit une bière tout de suite ou… Ça permet justement, on est pile à ces carrefours-là en ce moment. C'est-à-dire qu'on se demande tout le temps, ouais, mais il faut être proche, mais pas être les copains. Et ça, on se les pose depuis longtemps. Puis on est en train de traiter toutes les mauvaises dérives affectives qu'il y a eu autour de ça. Je passe là-dessus, mais c'est vraiment tellement important. Je vais venir à la question. Cohésion, esprit d'équipe, groupe de potes. Mais en fait, groupe de potes, c'est la valeur convivialité. Donc, vous pouvez complètement l'intégrer dedans et en même temps en être lucide. C'est-à-dire que vous pouvez, et c'est le rôle des changements de casquette, comme on dit. C'est-à-dire que l'entraîneur, il n'est pas le copain des joueurs ou des joueuses. Par contre, à un moment donné, il a quand même le droit d'avoir une vie sociale et c'est très important parce que dans les temps informels, comme on dit, en buvant un coup, en attendant le bus, etc. Bah tiens, Joël pourrait dire, nous, il y a des filles, elles faisaient la tactique entre les matchs dans les petits cailloux en attendant dans les championnats de France, en attendant, et entre elles, elles se disaient comment elles allaient améliorer. Nous, on regardait, on rigolait parce qu'on se disait, voilà, ça va être dur pour les autres d'aller nous battre, ce coup-là, parce que si elles-mêmes font la tactique toute seule et qu'elles l'améliorent, non, mais c'est pour vous dire que c'est temps informel. On croit que notre société, on doit empiler les choses, mais c'est faux. On doit réapprendre à se donner du temps, mais c'est pas de la philosophie ce que je vous dis là. Hein. Il faut avoir du courage pour se dire, on vient 1 heure avant le match ou 2 heures avant le match, où on prend un temps dans le dernier entraînement, on ne fait pas que les répétitions des enclenchements, on va discuter ensemble du plan, quoi. On va se mettre d'accord comment on va faire et on va y aller. Et c'est ça qui est important pour Silvio, c'est qu'il comprenne que s'il explique le changement de casquette, je peux vous assurer que les joueurs et les joueuses, notamment si on parle des équipes de sport, sont très capables d'entendre, de comprendre et vont être contents que vous clarifiez ça pour elles ou pour eux. Parce que dans leur tête, ce n'est pas facile, ça l'est encore moins que pour vous parce que ce ne sont pas des adultes des fois. Donc, plus le responsable va pouvoir expliquer, dire, ou s'il n'est pas à l'aise, il va trouver des moyens par des jeux, par des choses. Enfin, réfléchissez comme vous créez vos séances sur ces questions-là. Voilà. Donc, la cohésion et l'esprit d'équipe, j'ai insisté sur le fait que ce qui est fondamental, les fondations de tout ça, si vous voulez construire une équipe, il faut faire les fondations, c'est les valeurs. Travailler les valeurs, le sens profond que vous avez
à vivre ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux d'être là ensemble pour faire des choses, en fait? Enfin, j'insiste là-dessus, hein. La cohésion, c'est vraiment l'unité du groupe. Et ça se construit au fur et à mesure. Il faut du temps, des expériences, etc. Mais si vous n'avez pas le temps, faites les valeurs. Vous gagnerez un temps fou et vous saurez tout de suite ce qui vous unit, en fait. Et après, jouez sur les casquettes, justement, en dissociant bien les temps. Là, je suis sélectionneur, entre guillemets, donc je fais le set, j'ai décidé avec les éléments, ou bien, enfin, voilà, je suis directif à ce moment-là parce que c'est mon choix, nous avons décidé et c'est comme ça que nous fonctionnons. À ce moment-là, ça se passe comme ça. Mais après le match, on peut discuter, boire une bière, je peux te réexpliquer pourquoi tu n'étais pas dans le set ce coup-là, parce que moi, ça m'intéresse en tant que technicien que tu entendes que sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, je veux qu'à l'entraînement, tu montres que tu fais mieux. Et si, si tu ne sais pas comment faire, dis-le-moi, comme ça, je vais te donner des situations qui vont t'aider à te renforcer. Enfin, on est vraiment dans de la construction de confiance ensemble, hein. Quelques questions là qui arrivent en même temps, qui sont surtout liées en fait au maintien d'une dynamique sur cette période Covid déjà, et aussi à la sortie du Covid. Comment travailler Comme on a une tendance à avoir encore plus renforcé le physique, puisque c'est facile de faire à distance le physique, on a surdéveloppé ces aspects-là qui ne sont pas les aspects, on parlait de la motivation, pour les handballeurs, c'est quand même pas c'est quand même pas la partie préférée en général, hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être des William à Cambrai se préparant pour les Jeux Olympiques de Londres pendant les Jeux Olympiques. Moi, je ne dis pas ça, qu'on peut finir haltérophile selon Claude Lestat, hein, mais enfin, bref, c'est quand même pas le cœur de l'activité et ce qui fait. Donc, justement, sur ces notions-là, il faut faire attention parce qu'on s'est tellement décentré du cœur de l'activité, encore une fois, donc c'est l'autre partie qu'on a discuté avec Joël hier, où elle me disait, mais ce qui est super, c'est les exercices qu'on propose là. En fait, on peut même, les clubs peuvent les mettre en visio pour le moment avant de se… Et donc, ça va sur comment on va reprendre en janvier, par exemple. Mais n'attendez pas janvier. Les gens sont contraints, sont embêtés, ils ne peuvent pas se réunir ou voyager comme ils veulent. Mais sollicitez-les. Alors, comment? Voilà. Il n'y a pas que le physique dans la vie, justement. Il y a, balancez-vous des choses, vos actions de hand préférées. Chacun va chercher un petit truc. Vous travaillez la motivation à la connaissance et à la culture de l'activité. Vous, entraîneur, vous avez des séquences de vidéos que vous avez eues de vos matchs et tout. Vous les replongez dans le bain. Le mental, alors je vais le faire rapidement, mais si je jette mon crayon, que je le récupère ou si je m'imagine le jeter, c'est pareil, hein, ça marche tout pareil. Donc, n'attendez pas la reprise et les délais. Alors là, je vous fais le parallèle avec ce qu'on met en place dans la gestion de blessures. On n'attend pas le feu vert médical pour reprendre mentalement tout le travail qui permet aux connexions nerveuses d'ailleurs de continuer à travailler et donc de gagner du temps sur la reprise effective. Physique, là, je vous parle, puisqu'on parle beaucoup de physique sur ces choses-là. Mais c'est pareil au niveau mental. Donc, concrètement, refaites du lien. Ce que je vous parle sur les valeurs, demandez aux personnes la chose viscérale, c'est-à-dire une valeur, c'est quelque chose on est prêt à mourir pour, par exemple. Hier, je vais dévoiler des secrets de la formation d'hier. Les premières valeurs qui sortent, c'est le respect, la politesse, le travail. Voilà, des choses fondamentales pour pouvoir fonctionner ensemble en groupe et aller vers la haute performance, si c'est ça qui intéresse. Mais bien vivre ensemble, tout simplement, en se donnant des règles de conduite qu'on va essayer de tenir. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait de la convivialité plus tard, mais je vous donne les trois principales. Donc, demandez aux personnes ce qui les anime, par exemple. Quand je vous dis quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, en fait, qu'ils souhaitent absolument retrouver lors de la reprise. Et c'est une occasion qui est donnée pour rebrasser ça, en fait, mais dans le bon sens, justement, d'une façon positive et constructive. Je demande souvent au groupe de définir l'objectif de la saison et de participer à établir le projet de jeu. Est-ce une bonne chose, sachant que cela peut être vu pour certains comme une façon de se déresponsabiliser? Alors là, on est pile au cœur des évolutions de modèles dans le management. Pareil, on disait avec Joël Mourad hier qu'on a eu l'époque plus constantinienne avec de l'autocratique, on a eu l'époque plus managériale avec Honestienne, on pourrait dire maintenant. Et puis là, on voit sur cette compétition, après des écueils et des étapes, une vraie étape de co-construction, de confiance entre l'environnement de la performance et les acteurs, actrices de la performance, c'est-à-dire les athlètes qui font le travail. Je dis ça, je pars de ce point-là parce que je retrace très vite et très mal, je m'excuserai des clichés et tout ça, mais c'est pour toujours qu'on ait des repères pour pouvoir se situer à l'intérieur. Donc, pour répondre à la question, il peut être perçu de l'extérieur, notamment des dirigeants, des bénévoles qui ont une culture qui est en train de bouger, mais qui bouge comme tout le monde à son rythme, entre guillemets, que quand l'entraîneur sollicite, il se déresponsabilise et donc qu'il se défausse de pourquoi il est là. Oui, oui,
c'est pas évident et donc beaucoup d'entraîneurs sont confrontés à ce questionnement-là. C'est pour dire par rapport à la logique systémique, comme on dit, du système dans lequel on est. Je ne peux pas aller guère plus loin là-dessus, mais je voulais dire ça. Maintenant, je vais répondre concrètement à la question du qu'est-ce qu'on peut conseiller de faire dans ce cas-là, en fait. C'est justement quand l'entraîneur, la première phase dont je vous ai parlé, la phase de formation du groupe, c'est là que l'entraîneur, il explique les grandes lignes de comment ça va marcher. Mais il ne l'explique pas qu'aux joueurs ou aux joueuses. Il doit l'expliquer à ses dirigeants. Et là, ils doivent discuter parce que si les dirigeants ne sont pas d'accord à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Et c'est à l'intelligence de l'entraîneur de s'adapter aussi en expliquant vers quoi il veut tendre et en définissant avec ses responsables un délai de projet pour aller progressivement vers ça. Concrètement, les dirigeants peuvent dire « T'es gentil, mon gars, avec tes côtés de co-construction puis de fonctionnement démocratique. Mais nous, ici, c'est l'entraîneur qui décide et puis les joueurs font et puis on gagne des matchs comme ça depuis 10 ans, donc on va continuer comme ça. » Il faut avoir l'ouverture d'esprit de dire « Ok, si c'est comme ça, moi, je vais pouvoir adapter ou pas, mais je vous propose cette adaptation, sachant que par la suite, ou sur tel et tel match, je vais solliciter l'équipe pour commencer à la faire construire le projet et qu'on aille ensemble. Et là, je vous signalerai bien les matchs avant pour que vous voyez que peut-être on va même les gagner, peut-être différemment, peut-être même plus facilement, et qui va faire que les dirigeants vont pouvoir cheminer dans leur tête, en fait. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est à un moment clé de notre histoire globale, hein, je prends des grands H quand je dis ça, où on va quitter la dualité pour être, on n'est pas dans le ou, on doit aller dans le et, en fait. On doit associer les choses, construire des moyens intelligents et intelligibles pour que les gens s'associent et fassent la suite. Donc, c'est des exemples concrets. Non, l'entraîneur n'a pas un problème quand il se confronte avec ses dirigeants. Par contre, il a tellement peur que ses dirigeants, qui sont ses employeurs, le licencient si ça se passe mal, qu'il ne va pas oser aller au bout de ses convictions. Ou qu'il va… Oui, je ne dis pas que c'est facile ou que c'est simple. Je dis qu'il y a un chemin pour le faire, en fait. Et c'est ça qu'on essaye d'initier quand on fait les formations aussi, en fait. C'est d'inviter les personnes à toujours aller dans leur réflexion, dans la mise en œuvre de leur projet, mais avec les autres. On a pu répondre un petit peu également à la question peut-être que se posait Thierry Escaut par rapport à des entraîneurs dont l'implication est descendante et autoritaire. Je pense que tu as un peu répondu. Et puis, une question de Olivier Valentin. Comment réussir à faire comprendre au plus fort dans une équipe l'importance de faire confiance au moins fort? Comment entretenir un climat de confiance entre les joueurs? Et c'est souvent ces plus faibles qui font tous les efforts pour s'intégrer, quoi. Alors, je vais juste redire un tout petit complément pour Thierry, puis je viendrai sur la question d'Olivier après. C'est par rapport au modèle descendant, oui, oui. Chacun a un style de leadership, c'est quelle est notre façon. Donc, on a tous, par notre vécu, notre éducation et puis notre expérience, un modèle qu'on préfère, en fait, ou qu'on a l'habitude, dans lequel on est confortable, comme on dit, parce que c'est facile. Alors oui, le plus rentable à court terme est toujours le modèle directif. C'est ce qu'on est en train de désapprendre là collectivement, hein, parce que ça a plein de mauvaises conséquences et on n'est pas au bout de celle-là. Mais par contre, le modèle vers lequel on doit tendre est à construire. On ne le connaît pas effectivement. Par contre, l'intelligence collective, la façon dont on va mailler les personnes, donc c'est pour ça qu'il faut, tout en ayant conscience de son style préférentiel, trouver et ajuster des moments avec d'autres types de fonctionnement. C'est comme je vous disais, c'est pas moi c'est comme ça, je joue avec mon… Enfin, j'établis la stratégie et la tactique de match avec les joueuses ou les joueurs, et puis les dirigeants, sinon vous êtes dans l'opposition. Il faut trouver un moyen, négocier, discuter, cibler des objectifs, définir, enfin être plus précis dans la façon dont vous allez amener progressivement les choses qui vous concernent. Par rapport à ce mode descendant, j'insiste juste là-dessus parce que c'est la question de Thierry, c'est très efficace à court terme, c'est tellement néfaste à moyen et à long terme, voilà, que si vous avez plus de 3 mois d'espérance de vie dans l'équipe avec laquelle vous êtes, imaginez et essayez de trouver d'autres alternatives, je vous le dis, parce que la période est très coupante en plus en ce moment, donc ça va aller vite dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc il faut trouver des moyens pour associer. Ce qu'on a proposé là est d'excellentes manières pour aller de manière soft, comme on dit, cool, tranquille, mais progressive dans ce sens-là. À partir de quel âge tu penses qu'il est capable, on peut commencer à co-construire le projet avec eux, etc. Alors, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez des… Et aujourd'hui, c'est important d'entendre ça parce qu'on est encore dans l'idée en France qu'on y va une fois pour apprendre et tout. Et c'est très délétère, hein. Les autres nations arrivent bien plus vite, souvent à haut niveau, parce qu'elles n'ont pas ces problèmes culturels. Mais pour répondre précisément, pourquoi je dis que c'est une question d'état d'esprit et de projet, en fait. Moi, j'ai travaillé avec des tout jeunes
qui entendaient, comprenaient des mots hyper compliqués, mais parce qu'ils sont tournés vers ce qu'ils veulent faire, en fait. Quand je vous parle de projet de vie ou de motivation autodéterminée, ce n'est pas que des grands mots, hein. C'est juste que derrière ça, quand quelqu'un est aligné avec ce qu'il sent, ce qu'il a envie de faire, sa passion et tout, vous pouvez facilement lui expliquer des choses compliquées, il va tout comprendre. À l'inverse, quand vous avez des gens qui traînent la patte et tout, ils ont beau avoir 25, 30 ans ou plus, ça va être très compliqué des fois. Je profite pour répondre à une autre question qu'on me pose souvent, c'est à combien on peut travailler, c'est quoi une bonne équipe et tout ça. C'est une fausse question exactement. Les chercheurs ne sont pas d'accord de toute façon parce que ça ne dépend pas, c'est pareil, ça dépend de l'état d'esprit. Des fois, vous travaillez à 3 et c'est compliqué, et des fois, vous travaillez à 50 et c'est facile en fait. Parce que les gens sont bien axés justement ensemble, et c'est ces fondements-là qu'on présente là, sur des questions de valeur, des questions de motivation personnelle, des questions d'engagement ensemble sur ce qu'on veut faire. Comment favoriser l'intégration des joueurs malgré leur niveau, quel que soit leur niveau, entre guillemets. Oui, ça me permet de parler, dans le modèle dont je vous ai présenté, il y a le dernier, c'est la performance en fait. C'est comment on met en place des boucles qui permettent d'entretenir la performance. Dans ce moment-là, l'essentiel du travail de l'environnement, c'est de porter beaucoup d'attention à ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont blessés, ceux qui sont absents du projet. Et vous entendez, quand les équipes sont bien structurées, les joueurs qu'on essaye de mettre en avant du collectif saluent toujours les autres, en fait, ou bien ceux qui ne sont pas là, etc. Ça montre la densité du groupe, en fait, et la force du groupe à pouvoir s'adapter aux éléments auxquels il va devoir faire face. Alors, je commence par là, parce que ça, c'est dans le modèle que j'ai présenté. Par contre, je vais revenir à la question, c'est-à-dire, et comment faire par rapport à ça? Il faut justement, dans la deuxième phase que je vous ai parlé, le fameux tourbillon, la tempête, l'ouragan, tout ça, là, le storming, la rébellion, on appelle ça dans la mauvaise traduction française, la phase de rébellion, où on doit clarifier l'autorité. Je vous ai dit, il y a une hiérarchie à mettre en place. Là, c'est très important. Les moins bons joueurs, c'est ce qu'on appelle, il faut dispatcher le leadership en fait. C'est-à-dire qu'on peut être leader de jeu sur le terrain très fort, être mauvais dans la vie de groupe, même voire négatif, être tout le temps à se plaindre, être tout le temps à dire qu'on n'y arrivera pas, être négatif. Et ça n'empêche que quand vous filez la balle à celui-là ou à celle-là, et vous mettez le but, et elle est très importante dans le jeu. Par contre, si ce leader-là pollue tout le monde en permanence à dire ouais, c'est dur, c'est difficile, puis l'entraîneur, il fait ça, puis machin. Mais vous travaillez avec une jambe de bois, c'est pas possible, quoi. Donc, je dis ça parce que c'est de gros exemples et on a tous connaissance de situations comme ça, loi du vestiaire, etc. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut travailler en amont de la saison ou de la reprise là, à répartir le leadership. Toutes les personnes ont des capacités, elles ne sont pas toutes bonnes dans la même chose. Par contre, donc j'invite Olivier à réfléchir à ça, c'est-à-dire autour de son équipe, à dire des rôles en fait. Tiens, je vous donne un exemple que j'adorais. Au pôle avec les garçons, il y avait, alors avant on appelait ça le bisu, mais maintenant on dit plutôt le rookie ou le jeune qui arrive, qui s'occupe de la logistique, vous savez bien, hein, les maillots, les ballons et tout ça. Et moi je leur disais, à chaque fois on descendait du bus, je dis, hey, laisse-les dans le bus, je dirais que c'est de ma faute. Et quand on était dans le vestiaire et que tout le monde commençait à gueuler, oh, on n'a pas le ballon pour l'entraînement, et puis c'est la faute à machin, je disais, ah mais non, mais en fait, c'est pas la sous-tâche celle-là. Si on n'a pas ça, on ne fait pas en fait. Ah, ben c'est cool, oh, ben, c'est de ma faute, mais rassurez-vous, on les avait mis dans la douche, les ballons en fait. Enfin, c'est une joke, comme on dit, c'est une petite blague, mais c'était pour leur faire prendre conscience que dans l'équipe, chacun a un rôle, aussi petit soit-il, il est important parce que c'est ça qui permet, en se cumulant, de faire la réussite du groupe. Et donc, voilà pour Olivier, j'espère que ça allait clair, mais c'est de réfléchir à des manières, et j'essaye de vous dire des manières un peu ludiques ou un peu jouées, parce que c'est un jeu tout ça en fait. On doit s'amuser avec son groupe, et son groupe va vite apprendre comment ça marche. Je peux vous assurer que les gars, une fois qu'on avait fait ça une fois, la fois d'après, ils disaient « Ah, merci machin d'avoir pris les ballons, oh, c'est cool, grâce à toi, on a tout ce qu'il faut, puis on a la colle, oh, ça fait plaisir et tout ça. » Plutôt que d'être une sous-tâche dévalorisée par tout le monde, parce que moi, je suis plus que ça, etc., dans les égos et machin, on était là, non, on a besoin de tout le monde, on a besoin, sauf qu'on aide chacun à savoir quel est son rôle à ce moment précis. Et vers la haute performance, c'est très important. On est dans le détail de ça. Joël pourrait vous dire, elle donnait une implication à chaque joueuse dans le vestiaire, ça prenait 5 minutes. Chacune avait, de manière très directive, pour le coup, en toute fin de fonctionnement, parce que là, il faudrait parler du coaching et des moments et des temps, etc., mais on n'a pas le temps là, mais pour que chaque joueuse sache au mieux ce qu'elle avait à faire pour être au service de l'équipe. Mais avant, on discutait avec les joueuses en leur demandant, si possible d'elles-mêmes, de le donner aux autres et que les autres leur valident qu'elles voulaient bien qu'elles fassent ça.
Comme ça, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de soucis, hein. Tout le monde sait individuellement et collectivement comment il doit s'organiser. C'est pour dire que sur ces questions-là, qui sont des grosses questions, même si en apparence on les prend, il n'y a pas de sous-rôle, il n'y a pas de sous-tâche, mais il y a une union collective à faire et ce n'est pas que la cohésion. C'est comment on partage justement un système de valeurs en fait. On respecte les gens, ça veut dire qu'on se parle bien sur le terrain. Si c'est à la mode autour de raconter des mauvais mots d'oiseaux et tout ça, c'est dehors. Ici, sur le terrain, quand il y en a un qui loupe, on lui dit que c'est la prochaine fois, il fera mieux en fait. Donc on travaille ça ensemble et au moment où on est sur le terrain, on fait l'effort parce qu'on sait pourquoi on le fait. Quand on aide son copain, on s'aide soi et on aide son équipe à faire. Rémi, qui s'interrogeait sur les outils utilisés pour rendre positif un discours négatif et certains joueurs générés en sous-groupe, même dans les temps formels. Et puis une question qui était d'Edouard, qui peut rejoindre aussi les leviers mentaux pour permettre à un joueur performant à l'entraînement et sans pression de l'être aussi en match. Ce que je veux vous dire là, c'est que déjà sur le changement de catégorie, ça c'est important parce qu'on parlait à différents publics. Enfin, cette question-là, Rémi notamment, elle est importante. Je vous renvoie au fait que quand on change de catégorie, c'est comme quand vous avez du turnover dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on repasse par une phase de rébellion, en français, là, le fameux ouragan dont je vous parlais tout à l'heure et tout ça, où il faut re-hiérarchiser le groupe pour apaiser le groupe, que chacun retrouve sa place en fait. Peut-être pas meilleur qu'avant, parce que si c'est des joueurs ou des joueuses, ou si c'est l'entraîneur qui est au sommet de tout ça, ça provoque de grands chamboulements. Et c'est juste reprendre le temps de refaire des évaluations pour que chacun se situe. C'est vraiment important. Y compris quand il y a des gros leaders qui ont des blessures, par exemple, si vous ne faites pas rapidement ce travail-là, l'équipe se sent un peu orpheline, un peu perdue, un peu machin. Et puis, vous avez beau travailler dur, hein, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est pour quand on change de catégorie, c'est pareil. Il faut réintégrer. Et réintégrer, ça veut dire replacer. Vous pouvez avoir des jeunes qui prennent des postes importants dans la nouvelle catégorie plus grande, en fait, parce qu'ils sont bons, tout simplement, et qu'il faut être vigilant à ne pas freiner ça, tout en respectant les autres qui sont là avant. Enfin, c'est quand même complexe, mais en faisant des évaluations, en les aidant à se resituer, tout le monde est au clair, en fait, sur des domaines physiques, tactiques, techniques, psychologiques, ce que vous voulez, en fait. Donc ça, c'était par rapport à… Après, sur la question, les différentiels de niveau entre l'entraînement et la compétition, c'est un travail de gestion des émotions importante à faire. Donc, c'est un travail de gestion des émotions. Et ces choses-là, en fait, c'est pareil. Avec le groupe, il faut travailler à répéter, c'est-à-dire à aider les gens à gagner du temps sur leur expérience. Naturellement, normalement, le niveau de stress et d'anxiété décroît avec l'expérience. C'est quand même normal d'avoir un peu peur si on veut être bon, hein. Il y a le bon stress, il ne faut pas l'oublier. Celui-là, il permet la très haute performance. Et c'est pour dire après, ces différentiels-là, il faut à la fois rassurer les personnes sur leur niveau, c'est-à-dire ces personnes qui vont avoir des déperditions, il faut apprendre au groupe à gérer mieux ses émotions. Je vous fais ça parce qu'il y a des techniques de respiration, de relaxation, il y a plein de choses qui sont très disponibles pour lesquelles il faut prendre de temps à l'entraînement pour travailler collectivement là-dessus. Et après, dans le temps autour de la compétition, dans l'échauffement et tout, ce sont des profils de personnes anxiogènes, enfin qui sont anxieuses, qui sont inquiètes. Il faut aller les rassurer. Justement, comment on les rassure? En leur parlant de leurs points forts, en leur reparlant des bonnes prestations qu'elles ont faites dans les matchs précédents et en ciblant, en les aidant à cibler. Leur esprit part un peu n'importe où, par l'inquiétude. Il faut les aider à mieux se concentrer sur les actions précises qu'on souhaite qu'elles fassent pour bénéficier à l'équipe et au résultat collectif, en fait.